Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et merci de vous intéresser à la biodiversité, sujet qui émerge depuis quelque temps, mais qui est encore sans doute un peu mystérieux pour un certain nombre d'entre nous. Alors, pour éclairer le sujet, pour aussi en mesurer les enjeux, parce que ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi une réalité biologique, mais aussi sociale et culturelle. Hein, voilà. Et puis, alors, la biodiversité, ce n'est pas seulement sur la Terre, c'est aussi dans et sous la mer. Alors, on va justement s'intéresser à la planète dans sa globalité et donc dans ses différentes acceptations de la biodiversité. Et bien sûr, vous pourrez... Alors, on verra aussi qu'est-ce que c'est, mais quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Et puis, le titre, c'est de sauver la biodiversité. Et là, nous sommes tous concernés, j'allais dire individuellement et collectivement. Et puis, on atterrira sur qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et là, il y a plein d'idées. Et puis, il y a des bouquins, voilà, il y a plein de solutions. Mais avant, il faut déjà savoir de quoi on parle. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Et je vais commencer par Juliette Lambeau, qui est rédactrice en chef de Thalassa. Thalassa, une émission de télé qui parle de la mer depuis combien d'années ? Au moins 45 ans, on va dire. 45 ans, voilà. Sans interruption. Et sans interruption. Et vous avez pris le relais, alors qu'auparavant, vous étiez reporter pour Thalassa. Et là, vous avez déjà parcouru le monde, on peut le dire. Oui, j'ai parcouru le monde pendant une vingtaine d'années pour l'émission Thalassa. Donc j'ai eu énormément de chance, comme toute l'équipe, parce qu'on a fait des voyages incroyables à une époque où Internet n'existait pas. Oui. Et quand on partait, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Oui. C'est-à-dire que c'était... maintenant, quand on part, on tape sur Google et on a les photos d'endroits où on va. Mais à l'époque, c'était il y avait une dimension découverte au sens propre du terme. Absolument. Bon, Yves Pacalet. Alors Yves Pacalet, écrivain, journaliste, naturaliste, Tincavet, c'est-à-dire habitant d'un village de Savoie qui s'appelle Tincave, mais aussi philosophe. Et puis, alors, on va pas vous... Mais quand même, vous avez été le collaborateur du commandant Cousteau, et après, vous avez fait plein d'autres choses, mais c'est peut-être ça qui vous a emmené dans ce monde et dans cet univers, et dans cette planète. Moi, la biodiversité, je l'ai connue sans savoir la signification du mot, et le mot, je crois même qu'il n'existait pas, d'ailleurs. Quand j'étais tout gamin dans la montagne, dans mon hameau, celui où je vis à nouveau maintenant, c'était une existence enfantine absolument merveilleuse. On faisait ce qu'on voulait, personne n'était là pour nous surveiller. On grimpait les falaises, on grimpait les arbres, on était en contact avec la grande nature, la belle nature. Alors c'est vrai qu'après j'ai fait des études, je suis allé chez les gens de Normal Sup et j'ai pu faire ce que je voulais par la suite, c'est-à-dire notamment partir sur la mer aussi, même avant Thalassa avec le commandant Cousteau sur la Calypso. On a fait quelques découvertes extraordinaires, on est allé dans plein d'endroits où personne n'était jamais allé. J'ai fait quelques émissions avec Georges Pernou dans Thalassa aussi. Voilà, ça a été... pour moi, l'occasion de joindre les deux plaisirs, celui de la montagne, celui de la mer, par l'intermédiaire des paysages superbes, par l'intermédiaire des créatures. C'était ma vie, ça l'est encore. J'essaye de continuer tant que j'ai à peu près la forme, à jouir des deux mêmes milieux magnifiques. Super, merci beaucoup Yves. Alors, nous avons une troisième personne qui s'appelle Catherine Lévesque. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous êtes journaliste, scientifique, mais vous mettez plutôt la science au service de la nature. Oui, je ne me considère pas comme journaliste scientifique, mais je suis journaliste. Voilà. Vous êtes journaliste. Vulgarisatrice. Ouais. Voilà, vulgarisatrice. Vous êtes pigiste et engagé aussi à la LPO. Vous intervenez dans plein de domaines. Voilà. Alors, pareil, je vous pose aussi cette question. Je reviendrai aussi sur la même question avec Juliette. Mais comment vous avez découvert la biodiversité? Comment vous êtes tombé dans cet univers incroyable? Alors, c'était l'année où le mot est apparu, mais c'est un hasard, je l'ai su bien après, en 85 en fait. Il y a une date. Il y a une date officielle, ouais. C'est un biologiste qui s'appelle Rosen, je crois, américain, qui l'a prononcé dans un colloque. C'est la contraction de diversité biologique, biodiversité. Donc c'est un néologisme. En fait, j'ai tendance à dire que c'est un mot qui a été créé
finalement, pour parler de l'érosion de la biodiversité, de la nature, pardon, et qui est un peu technocratique en fait. Donc je l'utilise pas toujours parce que c'est la nature en réalité. Hein. Voilà, c'est c'est le ce que vivant. vous dites. C'est C'est le ce que vivant. vous dites dans votre livre. Oui. On peut dire la même chose de manière avec d'autres mots. Plus poétique ou voilà, Ouais. qui parlent justement plus, qui mettent pas forcément directement en contact avec la réalité dramatique des enjeux. Donc pour revenir au démarrage, donc j'avais 13 ans, j'étais en 5e et j'ai grandi en ville, donc j'avais un jardin quand même, mais c'est mon prof de biolo en fait qui nous a emmenés dans les bois, qui nous a fait découvrir la hulotte. J'ai l'âge de la hulotte en fait. Une revue et les incroyable. CPN, voilà, et les CPN. Donc j'ai créé un club CPN et donc Ça veut dire quoi, CPN? connaître et protéger la nature. Donc ça existe toujours. Hein, c'est très actif. C'est très bien quand on est enfant pour avoir une rencontre sensible avec la nature justement. Et du coup, j'ai fait mon premier article dans l'Oiseau Magazine à 13 ans. Bénévole. Journal de C'est toujours l'LPO. le cas. De l'LPO, voilà. Pour protection des oiseaux. Voilà. Et puis je suis devenue administratrice de l'LPO, j'avais 20 ans, j'étais très jeune à l'époque. Et voilà, bref. Donc comme je voulais être journaliste aussi, à 15 ans, j'étais très affirmée dans ma vocation, donc j'ai combiné les deux, tout simplement. Et donc j'ai un peu, comme Monsieur Pacalet, j'ai joint l'utile à l'agréable. C'est toujours le La cas. biodiversité dans l'histoire, vous la découvrez comment ou... Justement C'est avec ce prof de bio. biolo, parce qu'on Alors avait là- des grillons dans notre classe, on allait dans le bois, plutôt que de faire que de la théorie, on rencontrait les oiseaux dans les bois, et puis donc voilà, j'ai commencé à faire des nichoirs, mon père s'y est mis, et il m'a construit des nichoirs, et c'est parti de là, et c'est toujours, je suis toujours, toujours fascinée par la biodiversité ordinaire, même si j'ai pu, comme beaucoup de journalistes, avoir la chance d'aller voir le kakapo en Nouvelle-Zélande, alors qu'il en restait 48 à l'époque. D'accord. Donc voilà, j'ai bien sûr voyagé beaucoup et je m'en veux maintenant d'avoir pris l'avion. Je autant, pense que dans le public, il y a des profs. Et voyez, les profs, vous avez une influence incroyable. Celle d'apporter l'envie de découvrir le monde à vos élèves, et ça peut générer des vocations, des rapports au monde, etc. Je reviens, merci beaucoup. D'ailleurs, je l'ai retrouvé, hein, je l'ai remercié, oui, et j'ai bien- il m'a recontacté depuis, on ne s'était pas vu Superbe. depuis... Donc vous voyez, il ne faut pas vous louper. Hein. C'est rigolo. On a tous des profs qu'on a aimés, qui nous ont donné envie de les suivre dans les raisonnements ou dans leur rapport au monde. Et ça, c'est magnifique. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner qu'au sein des rencontres Livre en Marche, il y a des dimensions pour les enfants, parce que voilà, ça commence dès le départ. Je reviens à vous, Juliette, finalement. Vous nous avez expliqué ce que vous avez fait, mais comment vous avez découvert la biodiversité? C'est quoi votre rencontre avec cet univers un peu... Alors moi, je pense que j'ai une prise de conscience assez tardive de la biodiversité, parce que l'océan, si je reste sur l'océan, a cette particularité d'être souvent inaccessible. C'est un peu comme un miroir. On peut se mettre devant pendant des heures et pas voir un poisson sauter ou pas voir une algue venir sur la plage à nos pieds. Donc longtemps, surtout en travaillant en télé, on va à la rencontre des hommes. Donc pendant près de 20 ans, moi j'ai voyagé sur les océans. J'ai rencontré les pêcheurs, j'ai rencontré les aventuriers, j'ai rencontré les marins. J'ai rencontré tous ceux qui finalement ont cette espèce d'audace de prendre la mer, parce que c'est quand même un sacré élément. Et je pense que quand je regardais Cousteau, je regardais peut-être pas encore la biodiversité, mais l'aventure, parce que l'océan, comme on ne le connaît pas, comme on ne le voit pas, a longtemps, ce qu'on ne connaît pas en fait crée l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'on connaît mal la biodiversité des océans, justement, c'est parce qu'on ne le connaît pas, qu'on ne le voit pas, qu'il est inaccessible. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui le protège, et qui protège sa biodiversité. C'est-à-dire que mettre la tête sous l'eau et atteindre 10 ou 20 mètres, avant d'avoir inventé le scaphandre il y a à peine un siècle ou quelques 150 ans, c'était très compliqué. Donc la biodiversité, je l'ai rencontrée il y a très peu de temps. On m'a demandé d'écrire un livre pour Hachette, et c'était 50 planches illustrées sur les océans. Et là, je me suis confrontée à « ok, je vais m'y mettre ». Et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de vertige de tout ce que je n'avais jamais regardé des océans. Moi, j'étais restée qu'à la surface, en fait. Un peu, évidemment, sous la mer, on faisait des sujets sur les poissons. Mais là, ça a été vraiment une prise de conscience. Mais oui, il y a tout ça. Et ce qui est vertigineux dans la prise de conscience, quand on commence à mettre la tête sous l'eau, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. C'est l'ignorance qu'on a sur ces fonds marins. Et on a c'est pas comme sur Terre où on va rester assis et regarder les arbres et puis voir les oiseaux. En mer, on a le droit de rester une demi-heure, 1 heure. Je ne vais pas aussi dire ça à Yves Pacalet qui connaît bien.
Voilà, et donc le temps, on joue contre le temps pour observer en mer. Et donc la biodiversité, c'est quelque chose de très compliqué et que j'ai découvert donc très tard, même si j'ai passé des heures sur la mer et des jours et des années presque. Voilà. Vous voyez, Juliette, oui, je ne sais pas si c'est vertigineux ou abyssal. Peut-être, ouais. En tout cas, j'ai moi-même, qui suis peu familier avec la chose maritime et marine, découvert dans votre livre « Touche pas à ma mer » un univers incroyable de complexité, de richesse. Et vous faites parler la mer. Voilà. Alors bon, faut toujours bien écouter sa maman, hein, c'est un conseil qu'on donne toujours. Mais là, c'est la mer, MER, bien sûr. Et surtout, vous avez enrichi vos propos de l'expertise de nombreuses personnes qui sont spécialistes des différents domaines concernant la biodiversité maritime. Vous pouvez nous dire peut-être quelques-uns d'entre eux que vous avez sollicités et qui vous ont apporté un éclairage sur ce... Oui, alors il y a eu plein de rencontres. Il y a eu François Sarano sur la vie sauvage, qui parle de la vie sauvage, de son amour des cachalots. Et qui a cette phrase, d'abord qui dit « on est la nature », il n'y a pas l'homme et la nature, ce ne sont pas deux parties différentes, l'homme est partie de la nature et parcelle de la nature. Et il y a cette phrase que j'aime bien, c'est qu'en fait, si on respectait la loi de la jungle, puisque souvent on dit on est comme ça, on va trop loin parce qu'on respecte la loi de la jungle, et lui dit la loi de la jungle, c'est pas ça en fait, la loi de la jungle, c'est la frugalité, c'est rester très économe, c'est respecter ses besoins profonds et archaïques. Donc voilà, donc lui, j'ai vraiment... Et il dit que pour protéger la nature, il faut l'aimer et la connaître. Et effectivement, les océans, on les connaît très peu. Voilà, il y a eu la rencontre avec Lucia Diorio qui écoute l'océan, parce que l'océan, ça peut aussi se comprendre avec les oreilles. Et donc, elle pose des micros et des hydrophones sous la mer, parce qu'en fait, les poissons communiquent entre eux. Et ça, c'est aussi assez extraordinaire, parce que c'est beaucoup plus élaboré qu'un... Bon, le chant des baleines aussi est assez extraordinaire, mais tous les poissons communiquent. Et en fait, en écoutant la mer, on peut identifier des zones de reproduction, des zones à protéger. Et enfin, elle a été aussi passionnante. Et une des autres... Enfin, il y en a plein qui m'ont passionnée. Hein. Il y a aussi Nadine Lebris, qui est une chercheuse qui fait partie des rares personnes qui plongent à 2500 mètres de profondeur sur les dorsales océaniques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de personnes qui sont allées sur la Lune que sous la mer. Et donc, du coup, elle fait partie des 10 équipes scientifiques qui sont capables de descendre dans un bathyscaphe avec, au bout de quelques heures, l'eau qui commence à ruisseler et la condensation, et qui va explorer les dorsales océaniques. Et elle est extraordinaire. Elle raconte ça. Voilà, elle raconte ses jardins sous la mer à 2500 mètres. Bon, voilà. Il y en a plein. Oui, c'est vrai que c'est des jardins peut-être pas si accessibles que ça, un peu méconnus, et qu'on est resté à la surface des choses, si j'ose dire, à propos de la mer. Et en même temps, par rapport à ce qu'on disait de l'imaginaire, longtemps la montagne a été méconnue. Alors maintenant, elle est un peu conquise, hein, même largement, je dirais. Mais il y avait aussi tout un imaginaire qui, au XIXe siècle, faisait que c'était un lieu mystérieux. Alors maintenant, il est largement plus conquis parce qu'on y va avec nos deux pattes de derrière, des fois les mains pour nous aider. Ceci dit, Yves Pacalet, vous m'indiquiez tout à l'heure que votre premier livre était co-signé avec le commandant Cousteau et parlait des baleines. C'était une émergence des baleines à l'époque, non ? Alors, comment dire, dans mes rapports avec la nature, il y a eu ceux que j'ai eu enfant quand je gardais les chèvres et les vaches du village, que je commençais à connaître les plantes, que j'ai appris avec un vieux curé qui était à la retraite dans le hameau et qui était botaniste. Et c'est lui qui m'a enseigné les premiers rudiments de botanique. Et j'ai toujours pensé à lui quand je vois les lys orangés, les lys martagons et autres. C'est lui qui m'a le premier donné les noms de toutes ces fleurs-là. Et gardé en mémoire éternellement maintenant. Voilà. Et mon tout premier livre, ça a été une collection qu'on avait appelée Les herbiers des provinces de France. C'était avant que je travaille avec Cousteau. Alors, avec Cousteau, le premier livre que j'avais entrepris, qu'on n'a pas réussi à faire publier parce qu'à l'époque, personne n'en voulait, c'était un livre sur les énergies de la mer. À l'époque, on pensait énergie douce, c'était en 1970-71, voilà, c'est ça.
Et donc, on avait recensé les énergies de la mer, l'énergie éolienne, l'énergie thermique, de différences en température entre les différentes couches d'eau, énergie, différence de salinité, énergie des courants, énergie des marées. Tout ça, c'est quand même des concepts qu'on agitait il y a quelques années maintenant et qu'on serait bien content de voir ressurgir. Et puis après est venu le temps des baleines, parce que dans les expéditions qu'on faisait, et où on présentait les animaux de la mer que personne n'avait jamais vus, ou en tout cas de façon très fugace et parfois jamais du tout, ou alors sur les étals des marchés aux poissons, eh bien les baleines étaient à l'époque encore, donc dans les années 75-80, des espèces qui étaient chassées. Pas toutes, il y avait déjà qui étaient entièrement protégées parce qu'il en restait quasiment plus, comme les baleines franches, et d'autres baleines étaient encore chassées. Et on a en quelque sorte lancé le mouvement de protection des espèces marines qui étaient très méprisées à l'époque. On avait déjà une protection de quelques animaux terrestres, mais les animaux marins étaient bien négligés. Et donc ce bouquin sur les baleines a été en quelque sorte l'une des causes de l'arrêt de la chasse à la baleine qui s'est produit dans les années 85-90 avec plusieurs moratoires, et puis après ça s'est précisé. Ça a été très très difficile comme combat. Il a fallu montrer d'une part la splendeur et la majesté de ces animaux quand on plonge à côté d'une baleine et qu'elle se retourne légèrement sur le côté et qu'on a l'œil de la baleine qui nous regarde. On se dit, c'est l'expérience de Sarano que j'ai beaucoup côtoyé sur la Calypso. C'est extraordinaire parce qu'on voit l'intelligence de la baleine dans son œil. Alors évidemment, on voit qu'un œil à la fois parce que l'autre est de l'autre côté de la baleine pour faire le tour. C'est un peu long, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'elle pense? Et on ne peut pas s'empêcher, alors ça c'est un problème sur lequel on peut revenir, les interférences entre des espèces très différentes, on ne peut pas s'empêcher de penser que la baleine pense aussi qu'on pense quelque chose et qu'on n'est pas là pour rien, qu'on ne la regarde pas là pas dans son élément pour rien, qu'on la trouve belle. Je ne sais pas si elle nous trouve beau, ça c'est peut-être un peu moins sûr, mais en tout cas il y a un échange, et quand elle se laisse toucher, caresser, comme ça arrive assez souvent, surtout avec les jeunes baleineaux qui viennent volontiers près des zodiacs et qui se laissent caresser, il y a un échange d'expériences prodigieux. Et avec les dauphins, évidemment, c'est quelque chose qui est permanent parce que ce sont des animaux dont on perçoit l'intelligence, la capacité. Et après, on y reviendra, mais juste, je dis dès maintenant, les animaux suivants qu'on a décidé de protéger, c'était les requins. Oui. Parce qu'ils sont des animaux absolument magnifiques, absolument indispensables, on en reparlera, mais qui étaient et qui sont encore, à l'heure actuelle, massacrés largement pour toutes sortes de raisons. Et dont vous avez parlé dans certains de vos ouvrages. Super. Mais alors justement, je fais le lien avec vous, Catherine. Vous dites, pour sauver la biodiversité, il faut d'abord la comprendre pour mieux agir et l'aimer. Et on voit bien qu'il y a une dimension émotionnelle, culturelle. Voilà. Donc, c'est quoi votre définition de la biodiversité? C'est quoi qui nous permettrait de comprendre l'intérêt? C'est quoi ce truc-là? En fait, la définition, elle est multiple. Scientifiquement, c'est donc la diversité des espèces. Il y a 3 niveaux de définition. Dites-nous ça. Diversité spécifique, donc c'est entre espèces. Oui. Il y a la diversité génétique, donc on peut avoir une espèce où il n'y a plus assez de diversité génétique, il n'y en a plus assez d'individus, voilà. Donc c'est un problème. Et il y a la diversité écosystémique, donc des milieux. Donc, qui peuvent se fragmenter, qui peuvent disparaître, etc. Et en fait, il y a les interactions entre tout ça, entre les espèces entre elles, entre les espèces et leur milieu, entre les gènes et les espèces. Voilà. Donc ça, c'est la définition scientifique de la biodiversité, un peu, on va dire un peu clinique. Oui, c'est ça. Après, la biodiversité, c'est le vivant. C'est pour ça que j'aime mieux parler de nature aussi. C'est grâce à ça qu'on est là. C'est-à-dire, elle a des fonctions support. Là, je reprends des termes un peu techniques, mais c'est-à-dire que l'oxygène est produit par les végétaux, donc sans oxygène, on n'est pas là. Voilà. Donc c'est les ressources pour s'alimenter, pour produire un tas de choses. Pour le médical, l'aspirine, c'est le saule, le pavot, c'est la morphine. Donc voilà, il y a des exemples, on peut les multiplier à l'envi. Il y a aussi la biodiversité domestique, dont on parle peu, mais qui est aussi très menacée. C'est-à-dire qu'on avait
je crois qu'on a perdu 80% des semences paysannes de légumes dans le catalogue, par rapport aux années 50 dans le catalogue officiel. En gros, il y a le blé qui domine, le riz, enfin il y a 5 grandes cultures qui dominent et puis qui sont trustées par des grandes firmes qui, en plus, ce qu'on appelle le brevetage du vivant, qui s'accaparent le vivant aux dépens des paysans qui, du coup, sont obligés d'acheter des semences parce qu'elles ne peuvent pas être... Les hybrides F1, par exemple, on ne peut pas les reprendre l'année d'après, elles ne produisent plus de la même manière, enfin, la qualité n'est plus la même. Bref, donc on peut multiplier à l'envi comme ça les définitions de la biodiversité, mais globalement, c'est le vivant. Et puis c'est aussi, et ça j'insiste là-dessus, même le rapport de l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC. Alors, dites-nous ce que c'est. Oui, parce c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. On le connaît moins parce que c'est le premier rapport qui a fait un peu de bruit en 2019, qui a été rendu à Paris d'ailleurs, où ils nous ont dit voilà, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées. Donc, c'est comme le GIEC, c'est-à-dire c'est une plateforme de scientifiques qui fait consensus et qui donne un diagnostic sur l'état de la biodiversité dans le monde. Donc ça veut dire, IPBES, c'est l'acronyme anglais, c'est plateforme internationale sur la biodiversité et les écosystèmes. Les écosystèmes, je crois. Enfin bref, un truc comme ça. Et donc, pourquoi ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Si même le rapport du GIEC, de l'IPBES, précise que c'est aussi une source de joie de vivre la nature et qu'il faut cesser aussi d'avoir une vision utilitariste de la biodiversité parce qu'on en crève à force et que c'est juste s'extasier devant une baleine ou une simple mésange bleue quand on n'a pas la chance d'aller sous l'eau. Ça peut suffire à déclencher une vocation et puis à respecter le vivant. Et moi, j'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot qui dit qu'il faut absolument qu'on retrouve une nouvelle relation au vivant, qu'on le respecte pour ce qu'il est. Et je ne parle pas uniquement de ce qui est beau, parce que c'est un peu le travers. Quand on est humain, on est plus touché par un mammifère parce qu'on est plus proche d'un mammifère que d'un ver de terre, forcément. Mais les lombrics sont hyper importants. Je crois que c'est une des plus importantes biomasses terrestres. Il y en avait 2 tonnes, je crois, si je reprends les chiffres de Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des chimistes, des agrochimistes du sol. Il y avait, je crois, donc 2 tonnes à l'hectare dans les années 50, et c'est 100 kilos maintenant. Enfin, c'est une catastrophe. Le sol, personne ne s'en préoccupe vraiment, mais à part, bien sûr, ceux qui cultivent, et encore que, pas tous, le sol s'appauvrit. Et évidemment, personne ne s'intéresse au colembole qu'il y a dans son compost, mais c'est essentiel. Enfin, nous, on a un compost, on a beaucoup moins de déchets que la plupart des gens, et il diminue tout le temps. Enfin, c'est incroyable. Vous reprenez votre casquette de personne très pratique qui propose plein de solutions. Voilà. Parce qu'effectivement, dans votre bouquin, vous préconisez, et je crois qu'on sera d'accord là-dessus, qu'il est important d'abord de s'émerveiller pour respecter. Oui, c'est nécessaire, je pense. Et aussi de comprendre, mais après, ça invite à agir. D'ailleurs, ça s'appelle Livre en marche, il faut se mettre en marche, sinon c'est pas la peine de venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est effectivement le cœur de votre démarche. Alors, Juliette, justement, ce monde de la mer, ce monde de la biodiversité, bon, encore un peu mystérieux, je pense, pour une partie du public, moins pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en termes d'enjeux ? Parce que, voilà, pourquoi c'est si important ? Et comment vous voyez ça ? Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'il produit 50% de l'oxygène qu'on respire. C'est utile quand même. Voilà, c'est utile. Il absorbe près de 30% du CO2 qu'on produit en excès. Donc il a un rôle essentiel. C'est un puits à carbone, c'est une pompe à carbone. Il équilibre aussi les températures. Et donc en fait, il faut, je pense, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce point de vue de l'océan. Il faut se rendre compte que 70% de la surface de la Terre, c'est l'océan. Et nous, on est sur 30% de ce petit bout de terre, avec des règles, avec des pays, avec des gens qui ne se mettent pas d'accord et qui ne se rendent pas compte que l'atmosphère n'a pas de frontières, les océans n'ont pas de frontières, les poissons n'ont pas carte d'identité ni de passeport, et que tout circule, et que si nous, sur Terre, on ne prend pas conscience que c'est tous ensemble qu'il faut faire des efforts, on n'y arrivera pas. Parce que si on fait des efforts en France, par exemple, je vous donne un exemple, mais après je reviendrai sur des choses plus générales, mais pour vous montrer l'enjeu et l'importance de raisonner global, que cet océan, c'est une immensité qui nous sert et qu'il faut regarder comme une globalité. Par exemple, si dans des aires marines protégées comme à Bagnols-sur-Mer, on va prendre des restrictions, et une espèce comme le mérou, qui était
en train de disparaître, va revenir. Il y a près de 600 mérous qui aujourd'hui sont revenus sur la côte de la sur ce bout de côte-là, cet endroit, en Occitanie. sur Voilà. cette place. Et juste à côté, il y a l'Espagne. Et l'Espagne n'a pas la même réglementation que nous. Donc si en fait on ne se met pas d'accord, les efforts qu'on fait nous pour le Mérou vont être entre guillemets abîmés ou en tout cas essoufflés, oui. atténués par ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que l'océan ne cesse de nous dire arrêtez de raisonner avec des frontières. Enfin, j'ai l'impression qu'il nous dit arrêtez de raisonner petitement dans vos pays. On est sur la même planète. Et la planète, elle survivra sans nous, si nous, on décide de ne pas faire d'efforts. Et cette prise de conscience-là, voilà, elle est importante. Alors les enjeux, il y en a énormément. Je ne sais pas si on va parler des solutions tout de suite, peut-être tout à l'heure. On ne va pas tarder, je vais donner après la parole à... Mais les solutions, il y en a. Ça s'appelle les aires marines protégées. Ça marche. Vous en parlez beaucoup comme quelque chose d'assez exemplaire. C'est une des moins mauvaises solutions, parce que je ne vais pas dire que c'est la meilleure des solutions, ça serait une des moins mauvaises solutions. Et on a vu que si on protège 30% d'une côte, et donc même si on habite à la montagne, il faut se dire que c'est important l'océan parce que c'est l'oxygène. Hein. Donc si on protège 30% d'une côte, 70% du reste de la côte est protégé par un effet vertueux de ce qu'on appelle la dissémination des espèces. C'est-à-dire que les espèces vont se régénérer comme dans un refuge, dans ces aires marines protégées, et après elles vont se répandre à l'extérieur de ces aires marines. Donc ça marche. Ça marche, mais comme je vous l'ai expliqué, ça ne suffit pas, parce que si la frontière à côté ne fait pas la même chose, le pays d'à côté ne fait pas la même chose, ça ne marche pas. Donc il faut arriver à imaginer un réseau international d'aires marines protégées, à la fois en surface. Et il y a des études et des gens qui travaillent aussi, comme Lorenzo Bramanti, qui est un scientifique biologiste à Bagnols-sur-Mer. Il y a aussi une tendance en ce moment des espèces marines, avec le réchauffement de la mer, c'est de migrer vers les profondeurs. Donc en fait, ce réseau d'aires marines protégées en surface ne suffit pas. Il faut également protéger les aires marines en profondeur. D'où l'enjeu dont on parle aujourd'hui, c'est de protéger la haute mer en fait, parce qu'en protégeant la haute mer, on protège ces zones de profondeur et donc on protège la capacité de l'océan à nous fournir de l'oxygène, à nous les humains. Donc c'est extrêmement important. L'enjeu, en fait, quand on protège l'océan, on se protège nous-mêmes, je pense. Et donc tout ce qu'on fait à terre, parce que l'océan pâtit de nos activités à terre, tout ce qu'on fait à terre, on protège l'océan et ça nous revient de façon extrêmement vertueuse. Donc je pense que les enjeux, ils sont pour l'océan, mais ils sont aussi pour nous. Et puis, il y a quelque chose aussi, je continue. Encore une chose. D'important à se dire, c'est qu'en fait, ce qui se passe sous la mer, on ne le voit pas. C'est-à-dire que si vous détruisez une forêt amazonienne, ça n'empêche pas qu'on le fasse, mais on s'en rend compte quand et même. on arrive à mesurer certaines choses. En mer, il y a des projets d'exploitation, on pourra y revenir tout à l'heure en parlant peut-être des abysses, on ne voit pas. C'est ça qu'il faut prendre conscience. En mer, ça ne se voit pas. C'est très compliqué. On connaît une infime partie de ce qui se passe sous la mer. Voilà. On a déjà du mal à se mobiliser, nous humains, sur les agressions sur la planète Terre. Mais alors oui, c'est encore plus angoissant si on se rend compte que... En tout cas, c'est une prise de conscience à avoir. Ouais. Beaucoup plus difficile, oui. Ouais. Si je peux ajouter, oui, je vous en prie. Oui. En plus, en France, on a un rôle primordial puisqu'on a on a le deuxième domaine maritime du monde, et donc avec les dom-toms, et du coup, notre rôle politique est important. D'être assez exemplaire. La France a des atouts, alors c'est des responsabilités. Oui, une responsabilité, je pense, un devoir de responsabilité. Un devoir de responsabilité. Ouais. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit à la suite de votre propos, c'est que la bonne nouvelle, il y a de la résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, qui va intervenir pas tarder. Ouais. C'est-à-dire que ça peut se réparer. Mais bon, il faut s'en occuper pour de vrai aussi. Puis il faut peut-être arrêter de casser la... Il y a quand même des zones mortes. Hein. Il y a quand même des zones mortes. Oui, il y a beaucoup de zones mortes à terre. Enfin, sous l'océan, il y en a. Yves, les enjeux de la biodiversité. Sachant qu'il y aurait une solution, c'est de supprimer l'humanité, ce serait un bon débarras. C'est ce que vous avez écrit. Mais vous n'avez pas un truc un peu moins violent quand même? Non, mais si on s'en tient pour l'instant à la question des océans, j'aime bien rappeler que dans les années 76-77, avec la Calypso, on a fait le tour de la Méditerranée, qui est une mer quasi fermée, vous le savez tous, où l'eau se renouvelle une fois par siècle ou presque, pas avant, et donc qui est extrêmement sensible aux pollutions. Et dans ce tour de la Méditerranée, on est passé partout, sauf dans un pays où un dictateur venait d'arriver au pouvoir, c'était le colonel Kadhafi, en Libye. Mais autrement, on est passé dans toutes les eaux territoriales de tous les pays de la Méditerranée,
avec des centaines et des centaines de prélèvements d'eau, de sédiments, de matière organique, etc. Des démarches scientifiques de mesure, de diagnostic. Voilà, pour voir l'état réel de la Méditerranée donc dans la fin des années 70. Et on pensait qu'on allait trouver que les polluants qu'on relevait et que les scientifiques nous disaient avoir bien caractérisés dans tous nos échantillons allaient expliquer les raisons pour lesquelles, quand on regardait un film que Cousteau avait tourné en 1948, à Marseille, dans les grottes de Marseille, où il y avait une prolifération de poissons, d'éponges, de gorgones, etc., aussi importante que dans les récifs de coraux les mieux conservés maintenant, pourquoi il n'y avait plus rien ? Pourquoi c'était totalement disparu ? Alors on a commencé à chercher les raisons, et partout où on allait, tous les polluants, qu'ils soient chimiques, d'origine agricole, industrielle, domestique, nucléaire, etc., étaient importants et expliquaient localement la diminution du nombre des espèces. Mais on a fini par comprendre que l'essentiel de la destruction était ce qu'on a appelé le saccage ou la destruction mécanique. La Méditerranée, mais on peut faire le raisonnement sur la Terre, dans les autres océans, sur la terre ferme, etc. La Méditerranée est une grande masse d'eau où il n'y a pas énormément de vie par centimètre cube ou par mètre cube d'eau. Mais il y a des oasis dans la Méditerranée comme ailleurs, comme dans le désert, où la vie prolifère. Et en Méditerranée, ces oasis, c'est la zone littorale, la zone où poussent les posidonies, qui sont des plantes à fleurs, des herbes marines, et qui forment une sorte de prairie entre 0 et 50 mètres de profondeur, grosso modo. Et c'est à la fois le poumon de la mer Méditerranée, puisque ces herbes produisent de l'oxygène. C'est aussi l'estomac ou le ventre de cette mer-là, parce que tous les animaux dépendent, par le biais des chaînes alimentaires, même ceux du grand large, de cette petite zone littorale qui leur permet de vivre et de s'alimenter. Et puis aussi, c'est les nurseries, c'est les maternités, en quelque sorte, de la mer Méditerranée, mais c'est pareil ailleurs. Et ces oasis permettent aux animaux de se reproduire en toute tranquillité et aux bébés, une fois qu'ils sont nés, une fois qu'ils sont sortis de l'œuf ou qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, de grandir en toute tranquillité. Donc toute cette bande côtière entre 0 et 50 mètres de profondeur est l'endroit le plus stratégique pour la survie de la Méditerranée. Eh bien, vous avez vite compris, et on a compris déjà ça à l'époque, que c'est la zone la plus menacée de la Méditerranée, parce que c'est la zone où on n'arrête pas d'envoyer des bulldozers pour faire des ports de plaisance, des marines à pied dans l'eau, des aménagements divers, et aussi la zone où arrivent tous les polluants par l'intermédiaire des fleuves. Et donc, la première chose à faire, si on veut protéger les mers, c'est d'arrêter d'y creuser et d'y bétonner, comme on le fait aussi sur la terre ferme. Et d'une manière générale, ces destructions mécaniques, ce sont les principaux ennemis de toute la biodiversité qu'il y a maintenant 4 milliards d'années sur la Terre. Et de sa capacité à se régénérer et à faire face. Ok. Alors, Catherine, dans votre livre Sauvons la biodiversité, d'abord il y a d'abord des dessins très rigolos qui illustrent de manière légère un sujet sérieux et grave. Et puis alors, il y a une foule d'ONG, d'initiatives, etc. Vous pouvez nous parler un peu comment vous avez fait cet inventaire incroyable ? Et parce que là, on va déjà aller vers les solutions. Alors, apparemment, on peut faire plein de choses. Parlez-nous un petit peu de comment vous voyez ça, à titre individuel et collectif aussi, je pense. Alors en fait, j'ai pensé ce livre en amont du congrès mondial de la nature qui a eu lieu à Marseille, le congrès de l'UICN. Cette année, il y a pas Cette longtemps. année, ça devait avoir lieu l'année d'avant, mais avec le Covid, ça a été repoussé 2 fois. Oui. Donc au départ, je l'ai pensé pour qu'il sorte juste avant, donc début 2020, pour en fait justement faciliter la compréhension de ces enjeux, parce que je savais qu'on parlerait de ce congrès. C'était la première fois qu'il avait lieu en France, même si l'UICN, donc c'est l'UICN, tout le monde le connaît sans le savoir, c'est cet organisme qui édite chaque année la liste mondiale, la liste rouge des espèces menacées. Et donc j'ai repris en fait les grandes thématiques que l'UICN
allait aborder dans ce congrès qui attirait des milliers de scientifiques dans le monde, mais qui attirait pour la première fois, qui acceptait la société civile. C'est-à-dire c'était comme la COP21. Pour la première fois, le public pouvait venir, il y avait des espaces muséographiques, etc., pour accueillir les enfants, les scolaires, le grand public. Et donc, je me suis dit, je vais faire un manuel. Au début, je l'ai un peu pensé comme un manuel scolaire, justement, pour rendre toutes ces problématiques plus intelligibles. Et en même temps, je voulais que chacun puisse s'en emparer dans son quotidien. Donc, j'ai repris les thématiques, je les ai un petit peu retravaillées. Et du coup, je pars du quotidien d'un kidam. Donc, comment faire pour, dans sa façon de vivre, avoir le moins d'impact possible sur la biodiversité. Donc, ça veut dire, si on a la chance d'avoir un jardin, dans son jardin, si on a un balcon, sur son balcon, tout le monde mange, enfin, pas tout à fait, mais quand même la plupart des gens. Donc, comment manger en ayant le moins d'impact possible sur la biodiversité, comment aller au bord de la mer sans l'impacter, etc. Manger moins de poissons, lesquels, etc. Voilà, donc j'ai balayé tous les domaines du quotidien, et puis en même temps j'ai choisi des exemples qui ont fonctionné, d'associations ou de collectivités ou d'individus qui ont pris des initiatives qui ont fonctionné, parce que c'est quand même très plombant tout ça, donc à un moment donné, si on n'a pas des lueurs d'espoir, évidemment on peut décider de soit baisser les bras, ou être dans l'éco-dépression, ça existe maintenant, ou l'éco-anxiété. Donc il y a des encadrés récurrents qui apparaissent. Donc, que faire ? Maintenant, on fait quoi ? Ça s'appelle. Donc, je propose des pistes d'action individuelles. Il y a des exemples de choses qui ont fonctionné. Et puis, il y a effectivement l'action collective, quand on n'est pas forcément armé pour faire ça seul dans son coin. Donc, rejoindre des associations, et Dieu sait si on en a en France. Et donc, j'ai fait... ça, c'est un travail de journaliste. D'abord, j'en connaissais déjà beaucoup, mais j'en ai découvert de nouvelles pour dire, voilà, si vous êtes plutôt... Parce qu'on a tous plus ou moins d'affinité avec tel ou tel milieu, des montagnards, des marins. Bon, rapprochez-vous de Sea Shepherd si vous êtes plutôt marin et que vous avez un tempérament un petit peu guerrier. Ou alors, ramassez des déchets sur la côte si vous n'avez pas envie d'être sur un bateau avec Paul Watson. Voilà. Et donc, tout le monde peut y trouver son compte. Parce que c'est une approche que j'ai choisie volontairement plus familiale, mais j'en ai fait un deuxième derrière qui s'appelle le guide pratique de l'éco-guerrier, qui vient de sortir donc chez le même éditeur avec Marc Giraud, que peut-être vous connaissez, et qui lui propose des actions plus radicales et aux confins de la désobéissance civile, parce que force est de constater que quand on s'empare uniquement de moyens légaux, on n'a pas toujours finalement d'efficacité. C'est un problème, mais pour plein de raisons que j'explique. Et donc, il faut à un moment donné passer à des actions comme le fait Extinction Rebellion, comme le font ANV, COP21, Alternativa, les Amis de la Terre, Greenpeace, etc. Il faut passer à la vitesse supérieure, mais là, on s'expose à des risques, soit juridiques, soit on finit en garde à vue très souvent. Donc j'ai fait un petit guide pratique pour bien vivre sa garde à vue. Mais il y a plein d'actions possibles où, je vous rassure, on ne finit pas au poste. Donc, donc il y a plein de choses à faire. La bonne nouvelle, quand on lit votre livre, c'est qu'on peut faire des choses individuellement. On peut s'associer à d'autres parce que c'est des problèmes complexes, puis on est plus fort ensemble que tout seul, c'est évident. Ouais. Et puis aussi, on peut se lancer de manière plus ou moins exigeante, radicale ou responsable. Il y en a pour tout le monde. Absolument, c'était l'idée. Super. Alors, Juliette, vraiment, moi j'ai découvert ce monde de la mer, mais moi j'y connais rien, il faut reconnaître. Et alors, c'est quoi les solutions face à l'immensité des 70% de notre planète bleue, finalement, qu'on appelle comme ça ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous, en partie savoyards, peut-être un petit peu loin des côtes, mais néanmoins sans doute concernés, pour contribuer à ne pas aggraver la situation et à sauver la biodiversité ? Je pense que ce qu'on disait, c'est que chaque geste compte, c'est que c'est surtout à terre que ça va se faire. Arrêter effectivement la bétonisation des côtes, arrêter le plastique un maximum. Tout ce qu'on va faire finalement va améliorer l'état de l'océan et l'état de la terre. Donc rien n'est inutile. Après, chacun va s'engager dans la mesure de ce qu'il est capable de faire. Mais donc je pense que ça va être ces deux actions parallèles, c'est-à-dire qu'à la fois à terre, il faut faire attention, il faut faire un maximum de choses. Et à la fois en mer, faire ces aires marines protégées, par exemple. Donc à la fois replanter quelque part, réensemencer la mer. C'est possible. Grâce à ces aires marines protégées qui fonctionnent. Et puis après, essayer de connaître encore mieux cet écosystème marin qu'on connaît très peu.
Mais, mais par exemple, aussi, enfin, il faudrait qu'on arrive à réduire nos émissions carbone parce que la température, par exemple, a un rôle... Pardon ? On vous donnera la parole. Continuez, Juliette, s'il vous plaît. On a après, encore... je ne sais pas si j'entends bateau, mais effectivement, par exemple, le transport maritime a pollué énormément. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on avait l'impression que ça partait dans l'atmosphère à l'époque. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte que finalement, ça partait dans l'atmosphère et que l'océan le récupérait après. Oui. Ça aussi, réduire le transport maritime, retourner à la voile. Et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives. Je vois à Thalassa, nous, on a vous en parlez plein de reportages. François Gabard travaille sur des modes de transport maritime à l'électricité, électrique, ou alors la voile. Il y a plein de gens qui repartent à la voile, faire du transport à la voile. Finalement, l'humanité... qui traversent l'Atlantique et qui reviennent aux premiers navigateurs. Et ça, c'est des choses qui marchent. Et qui marchent... Il y a plein de choses, mais je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a 2 signaux d'alerte. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, les dégâts, ils se constatent en mer. Et il y a 2 constats, c'est que, en fait, en parlant à cette fameuse Nadine Lebris qui plonge à 2500 mètres de profondeur, à un endroit où la température est extrêmement stable, elle s'est rendue compte, ces quelques dernières années, que ça avait bougé de 0,1 degré. Donc déjà là, au fond des mers, à 2500 mètres, ça bouge. Donc elle dit il y a vraiment une urgence. Et il y a une biodiversité, une biomasse qui en fait, représente 2/3 de la biomasse organique dans les océans. C'est tout ce qui est plancton et tout ce qui est microscopique. Et cette biomasse-là, mais c'est vraiment tout ce qui est... Et cette biomasse-là, elle est extrêmement sensible à la température. Et cette biomasse, elle contient le phytoplancton. Et le phytoplancton, c'est aussi une partie de l'oxygène qui est fabriqué par les océans. Donc en fait, il y a énormément de choses à faire pour préserver... donc même ramasser un plastique sur la plage, c'est déjà un geste. Finalement, prendre le train et pas l'avion, c'est déjà un geste. Prendre le vélo quand on peut et pas électrique, c'est déjà un geste. Il y en a plein et je trouve que ça commence à changer parce que nous, justement, à Thalassa, on le voit, au début, quand on trouvait une association qui ramassait le plastique, on disait c'est génial, il faut les suivre. Et aujourd'hui, il y en a tellement. Et je dis, mais on ne le fait plus parce qu'on l'a fait plein de fois. Mais c'est génial parce que ça veut dire que ça y est, c'est dans la mentalité. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme et c'est un pas. Donc j'ai l'impression que les mentalités commencent en tout cas, si ça ne change pas, il y a une prise de conscience qui commence à se faire. Ça commence, j'ai l'impression. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ajoute mais je vous en prie, aussi, alors c'est vrai que c'est très bien les gens qui ramassent des déchets, mais c'est contesté par certains activistes en fait, de rejeter la responsabilité sur le consommateur, alors qu'il faut quand même aussi penser au lobby des emballages qui quand même font tout n'ont pas envie de réduire à la source ce qu'ils produisent et ont tendance à rejeter la faute sur le consommateur qui achète des bouteilles de plastique et on leur dit faut arrêter d'acheter des bouteilles de plastique. Ok, mais à un moment donné, voilà, il faut aussi que les industriels qui produisent les emballages acceptent de revoir c'est bien un problème collectif et systémique où tout le monde est concerné. Avant tout, mais pour rebondir, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a changé parce qu'avant, on subissait l'offre des grands groupes agroalimentaires, etc. Ils nous imposaient leurs nouveautés. Et je trouve que depuis 4-5 ans, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a une demande, par exemple, de produits bio, et c'est la demande qui a fait changer l'offre. Par exemple, maintenant, les supermarchés n'ont pas eu d'autre choix que alors avec des façons plus ou moins critiquables de le faire, mais quand même, aujourd'hui, on est dans une ère qui a changé. C'est pour ça qu'on peut se permettre de montrer qu'on n'est pas d'accord et de ramasser un plastique sur la mer, parce que ce qu'on montre dans ce désaccord-là, qui est plus que ramasser le papier, mais c'est un vrai désaccord avec le plastique, montre aux industriels qu'on n'est pas d'accord et qu'il faut qu'ils changent. Et jamais, en fait, la demande, entre guillemets, si on veut rentrer dans un raisonnement économique, n'a eu autant de poids qu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pareil, c'est pas l'un contre l'autre, mais il faut ramasser des plastiques sur la plage pour dire je suis pas content, c'est quoi ce truc, mais il faut aussi que les industriels entendent. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on est à un tel point que c'est tous ensemble. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution, quoi. Très bien. Yves, comment on fait pour sauver la biodiversité alors? Je rappelle que vous êtes philosophe et que j'ai vu une vidéo où vous parlez de la dimension culturelle de la nature. Non, il y a une raison, il y a une bonne raison. C'est vrai que tout ça, on l'a déjà fait, on a proposé d'être plus responsable soi-même en tant que citoyen du monde,
petite partie de la biodiversité qui, par ailleurs, nous est absolument indispensable, sans quoi on ne pourrait pas vivre. On a parlé de tous ces combats locaux, nationaux, internationaux avec les grandes réunions. Je crois surtout, on a besoin d'avoir la conscience du fait qu'on est vraiment très peu de choses. Le virus est en train de nous le montrer, d'ailleurs aussi à sa façon. On n'est pas grand-chose. On n'a pas tout compris du fonctionnement du monde. Ce n'est pas parce qu'on a fait des grandes études qu'on sait comment sauver l'humanité. Si on a fait des petites, on ne sait pas mieux d'ailleurs. Donc c'est une avancée collective qui doit se nourrir d'une idée de la nécessité. Après, des nécessités dans la biodiversité, il y en a deux. Il y en a une que j'ai esquissée, qui est que sans la biodiversité, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'aliments, on n'a pas de médicaments, ou quasiment pas. Enfin bon, c'est une nécessité vitale que d'avoir une biodiversité autour de soi, c'est-à-dire au moins ces 10 millions d'espèces, et peut-être davantage pour certains scientifiques, qui nous accompagnent sur le petit vaisseau spatial qui est la Terre et la mer mélangées, qui ont des rapports l'un avec l'autre. Et puis l'autre prise de conscience, et celle-là, elle se fait pas bien, elle me tient à cœur, c'est que si la biodiversité est une nécessité naturelle, pour notre survie y compris, c'est aussi une nécessité culturelle. Toute notre civilisation a été construite avec des plantes et des animaux qui non seulement nous ont servi, nous ont permis de vivre physiquement, mais ont nourri notre imaginaire, ont nourri notre capacité de penser, ont nourri nos légendes, nos cosmogonies, ont nourri notre orientation vers une sorte d'avenir rêvé. Et en fait, on ne comprend pas les civilisations, y compris la nôtre, si la biodiversité est en train de se réduire et de disparaître avec un effondrement, avec une extinction majeure. On parle de la 6e. C'est pour moi une nécessité qu'on ne comprend pas la civilisation des Inuits si on n'a pas vivant des ours blancs, si on n'a pas des narvals, si on n'a pas des belugas. On ne comprend pas la civilisation, la culture des aborigènes d'Australie, s'il n'y a pas les kangourous, les pythons, les serpents venimeux australiens. On ne comprend pas la civilisation, la culture des pays d'Afrique si on n'a pas dans les légendes ce que racontent les griots, les lions, les léopards, etc. Donc on a besoin de tous ces animaux, de toutes ces plantes, non seulement pour vivre physiquement, mais aussi pour vivre intellectuellement, culturellement. Et je ne comprends pas comment on ne comprend pas que si les loups, les ours, dans nos régions disparaissent, comme certains voudraient que ça advienne, je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas qu'on enlève non seulement des animaux indispensables dans la chaîne alimentaire, qui sont au sommet des chaînes alimentaires et qui, en tant que telles, sont des espèces clés de voûte indispensables pour toutes les autres, mais on enlève aussi des animaux qui peuplent les plus beaux rêves de nos enfants. Et pour moi, c'est peut-être le plus douloureux, finalement, de savoir que s'il n'y a plus de loups et de l'ours dans notre nature à nous, ici aussi, on enlève le petit chaperon rouge, on enlève les fables de La Fontaine et on enlève toute une partie de notre connaissance. Super. Alors, écoutez, merci. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour vous donner la parole. Et puis, vous proposez de poser des questions assez synthétiques et en même temps, vous profiterez de l'expertise, de l'engagement, de l'émerveillement de nos différents partenaires sur cette table ronde. Et donc, on va peut-être pouvez-vous donner un micro. Sauf que j'ai parlé dedans, alors je sais pas si c'est On va. Covid-friendly ou pas. Je sais pas comment. De toute façon, il nous faut un micro pour prendre les questions. Alors, on va être. Super. Alors, peut-être, je ne sais pas si on peut éclairer la salle ou voir un peu plus clair, parce qu'on on voit surtout des masques bleus un peu partout, et puis derrière des visages un peu flous. Donc, ce serait plus sympa si, voilà. La méthode est simple. Vous pouvez vous lever, nous poser la question, et puis on verra parmi les gens qui sont là.
comment on peut vous répondre. Et puis il y a aussi les livres, puisqu'on est sur un salon du livre, qui vous permettront d'approfondir tout ça. Je vous en prie, monsieur. Bon, merci pour vos interventions. Plus près, peut-être. Et moi, ce que je comprends de vos interventions, que le vivant ne survit et survit mieux que par coopération. Des osmoses intelligentes, naturelles. Mais sauf qu'effectivement, ce que vous avez dit, les États sont venus s'imposer et des puissances. Est-ce que les puissances, actuellement, à travers les États, reflètent le vivant ? Et moi, à quoi ça sert d'apprendre tellement pour, après ce qu'on a appris, le transformer en valeur unitaire, unidimensionnelle, la finance. La finance, ceux qui dirigent la finance sont des ivrognes. Ivrognes, ils ne comprennent pas le vivant. Il faudrait leur interdire de faire de la politique, et sauf à des personnes souveraines, avec leur intelligence, capables de décider. Tant qu'on n'a pas fait ça, dire toutes ces connaissances, comment elles ont été acquises par des gens comme vous, d'une façon anonyme, respectueuse de leur environnement, de leur complexité, arrive la finance vivante unidimensionnelle et détruit tout. Dire, tous ces discours sont beaux, mais il faudra quand même arrêter les ivrognes. Merci. Merci pour votre point de vue. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire. C'était ce que voulait Platon en réalité, c'est que on a besoin pour vivre dans nos États, dans une cité comme les cités grecques, d'avoir que les philosophes deviennent rois ou que les rois deviennent philosophes. Voilà. Ah ouais, voilà, c'est tout un programme. On n'est encore pas tout à fait là, surtout quand on regarde certaines chaînes de télé. Hein. Oui, je vous en prie. Je vais juste rajouter une lueur d'espoir par rapport à la finance, parce que pour la première fois au Congrès mondial de la nature, Christine Lagarde était là, il y avait la RD, etc. Enfin, j'ai assisté, j'ai essayé de comprendre une table ronde sur justement une étude qui avait été faite sur les actifs financiers qui dépendent à 48%, c'est le chiffre que j'ai retenu, de la biodiversité. Et c'est la première fois que cette notion était abordée, et donc c'est une petite lueur d'espoir dans le sens où si la finance comprend, alors c'est toujours dans l'intérêt, c'est de l'intérêt tout le temps, on est d'accord. Hein. Mais voilà, si à un moment donné, ils se rendent compte que quand même, ça craint un peu si leurs actifs sont dans des domaines qui risquent de s'effondrer. Peut-être quand même que ça va assainir un petit peu le système. Hein, mais bon, voilà, c'est une lueur d'espoir possible. Une autre question, s'il vous plaît ? Je ne vous vois pas, allez-y. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour. Je connais un petit peu le monde de l'agriculture et du jardin. Et je voulais rajouter à ce que vient de dire monsieur que, en fait, la dépense de produits phytosanitaires, elle est aussi impartie à une pratique amateur. Et pas pour un peu, parce que l'amateur a besoin que ça soit efficace, donc va utiliser les produits n'importe comment. On ne lui en veut pas parce que simplement il ne sait pas faire. Par contre, comment faire en sorte qu'on passe d'un modèle à l'autre, sachant qu'on voit par exemple des enseignes de jardinerie qui sont capables d'apporter justement des solutions alternatives aujourd'hui, mais depuis 15 ans, et on voit que depuis 15 ans, le changement n'a pas été si important que ça, et qu'en fait, l'humain a besoin de temps, a besoin de comprendre, a besoin de connaissances, et c'est là où je peux rendre hommage à des gens comme M. Klein, M. Jancovici et autres, pour vulgariser, pour faire en sorte d'aller dans la diversité, d'aller dans la complexité, de oser y aller, et donc d'apporter des éléments scientifiques concrets et pas des croyances, ou en tout cas pas des dogmes. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous avez... je ne sais pas si vous voulez commenter. Sur l'utilisation, alors je ne suis pas sûre d'avoir tout compris de la question, enfin de la remarque, mais sur les pesticides, donc l'usage est interdit en France, en tout cas depuis je ne sais, vous êtes d'accord, pardon, depuis 2020 de mémoire, début 2020 pour les particuliers, parce qu'effectivement les jardiniers, on stigmatise souvent les agriculteurs, mais les jardiniers sont nombreux en France et effectivement utilisent pas forcément très bien les produits en question. Donc déjà c'est interdit maintenant, mais moi j'en vois souvent continuer à utiliser des cochonneries pour enlever des herbes dans une allée, ça me rend folle. Mais effectivement, il y a un problème de pédagogie, donc je ne sais pas comment il faut faire à l'école, ou enfin je ne sais pas, il y a un problème. Les gens ont besoin d'avoir des allées sans herbes, c'est une espèce de fixation. On voit bien, il y a des problèmes de mentalité à faire évoluer dans les cimetières, dans les communes qui font des efforts, zéro pesticides. On leur dit mais le cimetière, il est sale, il est mal entretenu. Enfin, donc c'est très compliqué pour les élus, même quand ils sont de bonne volonté, de faire avancer les choses. Donc
Donc je ne sais pas, à part l'éducation, effectivement, comment faire pour faire évoluer les choses. Moi, mon père mettait du glyphosate dans son jardin quand j'étais môme, et j'ai fini par le convaincre d'arrêter. Mais voilà, donc peut-être qu'avec les nouvelles générations, espérons que les choses avancent. Mais en tout cas, malgré l'interdiction, certaines personnes ont des stocks et continuent à les utiliser. Donc c'est quand même désolant, mais que faire ? On en revient à l'éducation comme facteur clé d'évolution de nos problématiques. On va prendre une autre question. Je ne vous vois pas. Oui, je vous en prie. Allez-y. Oui, bonjour. Je suis surpris qu'on n'ait pas parlé du rôle de nos habitudes alimentaires dans la destruction de la biodiversité. Je pense en particulièrement, bien sûr, à la consommation des produits carnés, mais aussi laitiers, auxquels sont réservés 85% de nos cultures. Et les cultures sont quand même des déserts végétaux, des déserts pour la faune. Voilà, si vous pouvez développer un peu là-dessus. Tout Merci. à fait. Alors, je vais redonner la parole à... alors, tiens. Oui, non, mais on se Pascalet. bagarre depuis pas mal de temps sur ces questions alimentaires. C'est vrai que la surconsommation de viande, je parle de la surconsommation de viande dans les pays riches et chez les riches dans des pays riches. Il y a des gens qui ne consomment pas beaucoup de viande dans le monde. Donc, c'est un peu difficile de mettre une barre à un endroit, mais c'est vrai que l'excès de cette consommation a des effets absolument délétères sur la biodiversité et en direct. La consommation de viande est une des raisons pour lesquelles les forêts tropicales sont en train d'être détruites, parce qu'on fait tout simplement des champs à la place, soit pour mettre directement les animaux, soit pour cultiver du soja qui est ensuite donné en alimentation au bétail. Et donc la forêt amazonienne brûle pour toutes sortes de raisons, mais une des raisons principales, c'est que ça va servir à faire du bœuf qui va être exporté dans les pays riches. Et donc moins on consomme de bœuf, plus on a des chances de contribuer au sauvetage de la forêt amazonienne. Dans d'autres parties de notre alimentation, on a aussi des effets directs. Tout le monde connaît les effets délétères de la déforestation dans les pays de l'Asie du Sud-Est pour les huiles qui sont maintenant cultivées à grande échelle pour les palmiers à huile. Il n'y a plus d'orang-outans parce qu'on consomme trop d'huile de palme et ainsi de suite. Donc on a là aussi, c'est ce qui était dit tout à l'heure, un travail de consommateur à faire, c'est-à-dire de choisir ce qui est bon pour la biodiversité et l'environnement et d'éliminer le reste. Mais alors ça suppose d'être bien informé. Alors la bonne information se fait à la télé, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais sur les réseaux sociaux, vous le savez comme moi, que comme à la télé, il n'y a pas que des vérités qui sont dites. Hein ? Juliette Lambeau, il y a des choses qu'on mange. La mer, elle nous sert aussi pour notre alimentation. Oui, vous en pensez quoi de tout ça ? Je suis assez d'accord. Il faut aussi réduire sa consommation de poissons. Pareil, parce que la surpêche, les chaluts qui descendent à plusieurs centaines de mètres pour racler le fond des mers et détruire tout ce qui se trouve en dessous, effectivement. Alors, il ne faut pas arrêter la pêche, mais il faut en tout cas le faire de façon beaucoup plus consciencieuse, peut-être revenir à des choses plus artisanales et à une consommation plus raisonnée. Pareil, par exemple en Asie, je reviens sur la déforestation, il y a des kilomètres carrés, des hectares de mangroves qui sont détruits. La mangrove, c'est quoi ? Ça la marche mangrove, comment, c'est cette espèce de forêt maritime de plantes qui permet de lutter contre l'érosion, en plus qui est extrêmement importante et qui protège le littoral et qui en fait un endroit où il y a une biodiversité incroyable, c'est une nurserie pour les espèces et elle est complètement détruite pour installer des fermes aquacoles avec les fameuses crevettes qu'on retrouve dans nos supermarchés et qui sont souvent traitées avec des antioxydants assez allergènes. Donc effectivement, il y a aussi tout ce travail de consommateur, je reviens, dire qu'est-ce que je suis en train de manger, est-ce que ces crevettes-là, je les prends, est-ce que je prends ce saumon-là ? Je ne vais pas vous refaire une thèse sur le saumon, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'élevage, il y a eu aussi beaucoup d'abus. Et donc du coup, c'est de redevenir responsable, c'est arrêter de surconsommer la mer, à la fois en la mangeant, à la fois en allant dessus avec des bateaux et à moteur à fond et en faisant fuir la biodiversité en dessous. Enfin, c'est redevenir à l'écoute de la biodiversité et revenir à l'écoute de la nature. Et je pense que si on reprend cette écoute-là, si on se remet à regarder,
si on se remet à s'émerveiller, comme dit François Sarano et tous ceux qui sont d'accord avec lui, on va changer nos comportements de fait, en fait. Je pense que c'est une conscience qu'il faut avoir. Et la logique qu'il y a pour les produits carnés et laitiers, c'est la même pour les produits, les produits de la mer. Donc c'est une vraie conscience et un vrai changement de regard, je pense, et de point de vue à avoir. Ouais, j'ajouterais effectivement, le poisson d'élevage n'est pas une solution quand on veut limiter sa consommation de poisson pour lutter contre la surpêche, parce que je l'ai découvert justement dans mon livre avec des études de Bloom. 12%, je crois, il me semble que c'est le chiffre de la pêche, c'est la pêche minotière en fait. Donc c'est pour faire des farines avec les poissons qui servent à nourrir les aquacultures. Donc on tourne en rond. Et les chats, les chiens pour des croquettes. Bref, donc bon, à minima, il faut au moins de l'aquaculture bio, mais c'est même pas idéal. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de faire appel à des petits pêcheurs locaux avec des poissons, plutôt des poissons bleus, pas de poissons de profondeur, enfin pas de cabillaud. Il y a une saisonnalité pour les poissons aussi. Donc Bloom explique tout ça très bien. Vous pouvez demander à vos poissonniers, les sensibiliser, d'où viennent les poissons. Voilà, normalement, il y a une législation, mais évitez de manger des requins. La saumonette, c'est du requin. On propose encore des soupes de requins dans pas mal de pays. Donc, les boycotter ou sensibiliser les restaurateurs pour qu'ils arrêtent de proposer du requin, etc. Enfin, encore une fois, on a un pouvoir en tant que consommateur. Et donc, plus on sera nombreux à le revendiquer, et plus on aura de poids. C'est une évidence. Mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Mais c'est vrai que juste émergent aussi le long des côtes et dans les ports des espèces de petites associations de circuits courts qui vont vendre le poisson. En fait, ils arrêtent les intermédiaires, ils vont devant les bateaux qui arrivent et ils achètent directement aux pêcheurs la pêche et ils essaient de le faire, d'inventer des circuits le plus court possible. Et ça aussi, c'est vertueux parce que ça évite les intermédiaires, ça évite l'industrie. Et l'aquaculture et tout, même bio, qui a aussi beaucoup de défauts. Voilà. Merci. Une autre question, semble-t-il. Oui. Et puis après, il y en aura une devant. Oui, monsieur. C'était pour savoir, en fait, on entend parler... Pardon, ouais, ça marche bien. On entend parler du coup de la destruction des habitats, de la pollution, du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité dans ce qui détruit le plus vite ou le mieux, je ne sais pas. Quelle priorité pour éviter que le massacre s'accélère, c'est ça? Dans quel domaine, c'est ça? Sur Terre ou sur mer. Il y a 5 facteurs majeurs de l'érosion de la biodiversité qui sont identifiés par l'IPBES. Donc, le premier, c'est l'artificialisation des sols, effectivement. Donc, il y a un projet au niveau français de zéro artificialisation nette. Bon, sauf qu'il y a un département français qui finit sous le béton tous les 7 ans en moyenne. Donc, c'est énorme. Et les autres, alors je ne sais plus dans quel ordre les autres sont, mais c'est sûr que c'est l'artificialisation le premier. Il y a la pollution, donc qu'elle soit pesticides, pollution de l'air, peu importe, les toxiques. Il y a l'exploitation des ressources, la surexploitation des ressources. Il y a le réchauffement climatique. Et le dernier, j'en ai dit que 4, je crois, c'est les espèces invasives. Voilà. Alors les espèces invasives, donc, c'est-à-dire qu'on emmène volontairement ou pas d'un pays à l'autre. Enfin, là, c'est l'écrevisse de Louisiane qui menace l'écrevisse à pattes blanches. C'est des espèces des coccinelles asiatiques, etc. Enfin, il y en a sous la mer, les poissons. Le vison d'Amérique qui s'échappe d'un élevage et qui de coup concurrence le vison d'Europe, donc il n'y en a plus que 250 en France. Enfin, on peut multiplier les exemples comme ça. Et ça, c'est vraiment un facteur important. Alors juste un mot sur les espèces invasives. C'est un mot que je récuse absolument, que je n'admets pas. Parce que les espèces n'envahissent rien du tout. C'est nous qui les prenons d'un lieu et qui les mettons ailleurs. Alors, on accuse les espèces de se multiplier. Les espèces qu'on prend un endroit, qu'on met ailleurs, change de continent. Si elles trouvent un milieu favorable, simplement, elles vivent. Tout le monde vit. Quand on est vivant, on continue à vivre et on a une autre mission qui est de se reproduire. Bon, si on importe dans un endroit suffisamment d'individus, on a les deux conditions qui sont parfois réunies. Et donc, on dit, ça y est, une espèce invasive, il faut l'éliminer. On raisonne uniquement dans ces domaines avec une mentalité de chasseurs du paléolithique, quoi. Il faut tuer. On parle de tuer, mais on parle de tuer. Moi, j'emploie les mots. On ne dit pas éliminer, on ne dit pas réguler, on dit tuer.
C'est ce que font la plupart des responsables dans bien des cas. Ils disent réglez-moi le problème, ça veut dire allez flinguer tout ça. Alors c'est quelque chose que je n'admets pas. On est responsable de l'invasion de ces espèces qui effectivement rentrent en concurrence avec des espèces indigènes et sont gênantes, mais on ne doit pas avoir vis-à-vis de ces espèces une sorte de réflexe du genre on ne veut pas de ce grand remplacement, quoi. Surtout, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi elles sont là, parce qu'elles sont le reflet de nos déséquilibres en fait. Bien sûr. Donc la vraie question c'est pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Très souvent en mer elles viennent des ballasts, des eaux des. Oui. Mais il faut se demander pourquoi. Les navires eux-mêmes. Ils prennent ils récupèrent de l'eau pour s'équilibrer parce qu'ils partent chargés et pour revenir. Voilà, donc ils équilibrent avec des eaux de ballast et souvent ils récupèrent les eaux sur place, des endroits où ils chargent, où ils déchargent, et donc ils vont faire migrer des espèces malgré elles. Voilà. Alors, pour revenir à la question de monsieur, si vous permettez, qu'est-ce qui est le plus grave et qu'est-ce qui ferait, de quoi faudrait-il s'occuper en priorité par rapport à d'après vous il n'y a pas de tout est grave. Donc après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire parce que tout se conjugue aujourd'hui et tout forme un espèce d'écosystème qu'il faut enlever, qu'il faut ralentir, on va dire. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est le plastique, le réduire, le ramasser et demander aux industriels d'arrêter de le produire. Donc ça, c'est une vraie... Surtout que le plastique, c'est sur terre, sur mer, en air et partout. Voilà, et les émissions de carbone aussi, parce que si on sature l'océan en CO2, on lui enlève son rôle de pompe à CO2, donc du coup, ça aussi, c'est très important. Et l'atmosphère se réchauffe, donc je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, nous, concrètement, aujourd'hui. Et les émissions de CO2, il faudrait avoir arrêté. Juste un mot sur le plastique. Quand j'ai commencé à être écolo, à me bagarrer avec le commandant Cousteau et d'autres pour la survie des océans, on était très inquiets. Un de nos combats principaux, c'était contre les marées noires. Il y avait des énormes marées noires, le Torrey Canyon, Namoko Cadiz, etc., qui mettaient dans la mer des centaines de milliers de litres, de mètres cubes même de pétrole, de mazout. Et un jour, j'ai dit en forme de plaisanterie qu'on avait troqué le problème du mazout contre le problème des plastiques dans la mer. Il y a beaucoup moins de marées noires parce que grâce au combat, maintenant, il y a un peu plus de sécurité dans le transport du pétrole brut. Donc il y a moins de pétrole brut qui se retrouve sur les côtes de Bretagne ou d'ailleurs. Mais par contre, le plastique, ça devient un problème absolument majeur dont on ne traitait pas il y a 40 ans parce qu'on savait qu'il y avait du plastique, c'était déjà dégueulasse dans bien des endroits, mais on n'avait pas pris conscience qu'il y en aurait encore 10 fois, 100 fois plus et que ça deviendra un problème au moins aussi grave que les marées noires il y a 40 ans. Plus grave même parce que c'est beaucoup plus dur de s'en débarrasser. Une marée noire à la fin, il y a une résilience. On va donner la parole au public si vous voulez bien. Il y a un monsieur qui a une question. Alors allez-y. C'est pas vraiment une question. C'est vrai, d'abord je tenais à vous remercier pour vos interventions. Et puis surtout le fait qu'effectivement il y a des choses à faire pour sauvegarder la biodiversité, comme par exemple se reconnecter au local. Ça me semble important pour éviter les grands transports et leurs conséquences. Mais ça veut dire aussi des actes à ne pas faire. Des fois, ça part d'une bonne intention. Et je vais prendre l'exemple suivant. Actuellement, en Dombes, donc pas bien loin d'ici, à peu près à 80 km d'ici, il y a des gros projets qui sont en train d'émerger partout, puisque la pisciculture ne paye plus. Donc on a décidé, il y a l'OFB, l'Office français de la biodiversité, croule sous les demandes de dossiers pour recouvrir les étangs de Dombes par des panneaux solaires. Voilà une façon de produire de l'électricité, on va dire, beaucoup plus saine. Sauf que derrière cette action qui est de bien faire, se pose un gros problème pour la biodiversité, c'est de plonger des étangs entièrement dans la pénombre. Oui. L'avantage serait effectivement, en plus de produire l'électricité, de pouvoir réguler les températures des panneaux solaires, etc. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir que quand on plonge justement un étang dans l'obscurité, il va y avoir une sédimentation augmentée. Et l'effet de ça va être la production de méthane. Donc, en voulant produire de l'électricité correctement, on est en train de produire des gaz à effet de serre. Autre exemple, c'était il y a 2 jours, je me suis aperçu qu'il y avait un gros projet sur le lac du Bourget, à 2 pas d'ici, de construire un dôme pour faire du surf. Alors ça, c'est extraordinaire, ce genre de choses. Le projet existe et
sur la même page de journal, il y avait juste en dessous des adolescents qui demandent dans leur commune qu'on puisse réparer le terrain de tennis parce qu'ils n'arrivent pas à faire du sport, ils n'arrivent pas à obtenir de la commune qu'on puisse réparer le terrain de tennis. Donc d'un côté, il y a ce type de projet, d'un côté, il y a ce genre de choses qui existent. Donc moi, je pense qu'il faut se reconnecter au local et à partir de là, éviter des grosses erreurs. Vous avez raison de dire que dans le mot aménagement, normalement il pourrait y avoir ménagement, mais souvent c'est que aménagement au sens le plus violent du terme, notamment pour la planète. Et le ménagement, c'est un truc qu'on a un peu oublié. Alors, il est 15h25, je pense qu'on a droit encore à une question à peu près, hein. C'est ça? Oui. Alors on va laisser monsieur poser la question, puis après on va faire un petit tour conclusif. Je vous en prie, monsieur. Oui. Bonjour, merci pour vos interventions. Je reprends une partie de la question du monsieur d'avant, enfin de son intervention, par rapport aux énergies renouvelables et la liaison entre les énergies renouvelables et la biodiversité. J'ai l'impression qu'on tend de plus en plus à opposer ça, à opposer la biodiversité aux énergies renouvelables. Je prends en exemple ce qu'a abordé monsieur Pacalé sur les énergies marines, que ce soit les éoliennes, hydroliennes ou éoliennes offshore. Ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi pour la biodiversité. Ça va impacter sur les massifs béton que ça va demander, ça va impacter les plaines marines aussi. Pour vous, quel est le juste milieu entre le développement des énergies renouvelables et la biodiversité qui, les deux, pour moi, sont indispensables pour la suite des choses? Comment rendre tout ça compatible? Je réponds en un mot, il faut modérer notre consommation d'énergie, c'est la seule réponse qui soit logique, parce que, en effet, il n'y a pas une seule source d'énergie qui n'ait pas ses inconvénients, soit sanitaires, confère l'énergie nucléaire, soit écologique. Il y a toujours quelque chose qui cloche si on abuse dans un sens ou dans l'autre. Donc on n'a pas d'autre solution que la diversification, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et la modération dans la consommation. Ok. Alors, écoutez, d'abord, merci à vous, public, d'être venus nombreux et d'avoir participé à toutes ces réflexions. Je vais laisser à chacun... Alors, je vais remercier aussi nos interlocuteurs, Yves Pacalé, Juliette Lambeau, Catherine Lévesque. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin dans vos réflexions, à les rencontrer, car ils sont présents ici sur le Salon du Livre. Évidemment, vous pourrez prolonger les échanges et éventuellement, à travers leurs livres, aller encore plus loin dans ces réflexions. Et puis donc, le mot de la fin. On va commencer par vous, en un mot. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à l'instant, là, voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que monsieur a dit, parce que ça m'évoque vraiment ce qu'on appelle les GP2I, maintenant les grands projets inutiles et imposés, qui font florès depuis les années 2000 maintenant. Mais en fait, il y a plein de mobilisations citoyennes contre ces projets, donc c'est ce que j'évoque dans l'autre livre, le guide pratique de l'éco-guerrier. Et en fait, il y a eu des exemples récents qui ont fonctionné à Fournaise contre l'entrepôt Amazon grâce à une pie-grièche, donc, qui est une espèce protégée. Donc ça a annulé, le tribunal a annulé l'autorisation environnementale qui avait été donnée, et ça a été plusieurs mois de lutte. Il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est l'exemple le plus emblématique, mais il y en a plein en fait qui fonctionnent, et il y a des modes opératoires pour s'emparer pour s'emparer de lutte contre ces projets-là qui fonctionnent. Donc il faut se rapprocher de France Nature Environnement, de plein d'assauts locales, de collectifs qui souvent mutualisent leurs expertises, parce qu'il faut souvent être assez pointu au niveau juridique pour justement aller contre des projets comme ça locaux qui sont imposés et qui ne sont pas toujours des bonnes idées. Merci beaucoup, Catherine. Yves, le mot de la fin qui vous vient à l'esprit comme ça? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que la Terre a 4 milliards 600 millions d'années d'existence. La vie a à peu près 4 milliards d'années d'ancienneté. Elle a commencé par des bactéries, et même des anciennes bactéries, et elle a continué, elle s'est complexifiée, elle a donné des quantités d'espèces. Depuis que la vie a été inventée, on estime qu'il y a à peu près 1 milliard d'espèces qui sont apparues sur le globe. À l'heure actuelle, il en reste environ 10 millions. Il y a des controverses entre scientifiques, c'est-à-dire à peine 1%. Donc on est, nous, inclus dans ce 1% d'espèces subsistantes. Et j'espère simplement qu'on restera pendant encore quelques temps en compagnie des 10 millions d'espèces qui nous accompagnent sur la Terre. C'est pas sûr que quand on aura disparu, la vie disparaisse. Au contraire, je crois qu'elle sera peut-être bien contente d'être libérée d'un poids. Merci beaucoup. Juliette Lambeau. C'est dur de conclure après ça. Hein. C'est votre tour. Non, je pense que pour essayer de rester le plus longtemps sur Terre, il faut respecter la biodiversité, parce qu'on est la biodiversité, on en fait partie.
Et je pense que ralentir, se reconnecter à la vie sauvage et au vivant, pour mieux comprendre cette vie et cette terre sur laquelle on habite et ces océans, je crois que c'est essentiel. C'est s'émerveiller, essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Super, merci beaucoup à toutes et à tous.